Nous recevons l'Institut économique de Montréal avec messieurs Miguel Ouellette et Gaël Campan. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Bienvenue dans le cadre des travaux du Comité consultatif sur la réalité policière. Je m'appelle Bernard Sévigny, je suis le coordonnateur du comité et je vais agir à titre de président de la présente séance. Alors, je vous présente rapidement mes collègues. Madame Nicole Gibault. Il y a également Madame Marlene Jennings. Bonjour. Monsieur Louis Côté. Bonjour. Et Monsieur Alexandre Matte. Bonjour. Alors, nous avons reçu évidemment au préalable votre mémoire que j'ai été distribuée aux membres. Les membres en ont pris connaissance. Je rappelle quelques consignes. Vous avez une dizaine de minutes pour nous présenter le fruit de votre réflexion. Lorsqu'il va rester une minute, au besoin, je vous ferai signe pour vous demander de conclure. Et ensuite, il y aura une période d'échange de 20 minutes avec les membres du comité, histoire d'approfondir un certain nombre de dimensions de votre réflexion. Je le disais, la rencontre est enregistrée et si vous voulez prendre la parole, simplement activez, levez la main, la fonctionnalité. Alors, si tout ceci vous convient, je vais vous laisser le soin, messieurs, de vous présenter et par la suite, quand vous serez prêts, on débutera officiellement les 10 minutes de votre présentation. Alors, la parole est à vous. Certainement. Mais tout d'abord, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. On l'apprécie. Je suis en compagnie de mon collègue Gaël Campan, qui est économiste senior à l'Institut économique de Montréal, qui a fait son doctorat en économie à Paris. Et moi-même, Miguel Ouellette, directeur des opérations et économiste à l'IEDM aussi. Donc, j'ai fait ma maîtrise en économie à l'Université de Toronto. C'est pour nos présentations. D'ailleurs, Gaël, c'est l'auteur du mémoire qu'on vous présente aujourd'hui. Puis juste pour donner un petit peu de contexte, l'IEDM, depuis maintenant plus de 20 ans, on met de l'avant des politiques publiques axées sur des réformes pragmatiques basées sur des principes économiques. Donc, le rôle de l'entrepreneuriat dans les services de sécurité publique, c'est un des sujets qui nous a interpellés au cours des dernières années. C'est la raison pourquoi on vous présente aujourd'hui notre mémoire. Donc, on vous remercie pour cette opportunité-là. On va présenter environ 7 à 10 minutes pour laisser plus de place aux questions puis à la discussion. Donc, sans plus tarder, on peut aller dans le vif du sujet. Donc, dans le cas des services de police, on voyait rapidement l'équation qui se formait devant nous, qui était la question suivante de comment fournir des services de grande qualité à la population du Québec sans faire exploser les dépenses publiques. Donc, notre idée dans le mémoire, ce n'est pas de réduire les services, mais bien de s'assurer qu'ils soient obtenus au meilleur coût possible. Puis comment on doit s'y prendre, c'est ce que Gaël, mon collègue, va vous discuter dans les prochaines minutes. Merci Miguel et merci aussi de nouveau de nous permettre d'expliquer notre mémoire. Attendez. Et aussi de nous donner l'opportunité donc de répondre aux questions. Donc en fait, ce qui a guidé notre réflexion dans ce mémoire, c'est le constat que les policiers, dans l'exercice de leurs fonctions, sont amenés à effectuer une grande variété de tâches. Et que parmi toutes ces activités, il y a un nombre limité de tâches qui requièrent véritablement une grande expertise policière. Une fois qu'on a établi ce constat, en fait, il est naturel d'envisager une impartition des tâches qu'on appelle auxiliaires, c'est-à-dire non expertes, ou en tout cas non entièrement expertes du point de vue du métier de police, et donc d'impartir ces tâches auxiliaires à des agents de sécurité, à des agents administratifs ou à d'autres intervenants sociaux qui seraient pertinents pour telle ou telle activité. Évidemment, ce type d'impartition pourrait générer d'importants bénéfices économiques d'une part, en termes budgétaires, Miguel l'a déjà évoqué, mais aussi en termes de sécurité et de performance policière, puisque dans les différents pays où cette impartition a pris place, on a vu une baisse de la criminalité à chaque fois. Donc la logique, elle est assez simple,
c'est que plutôt que d'avoir des policiers pour faire toutes ces tâches administratives, on confie ces tâches à des tiers dont c'est le métier, et les policiers peuvent donc réallouer leur talent et leur savoir-faire au vrai métier de police, ce qui veut dire au final une plus grande présence de terrain et donc plus de prévention ou une meilleure résolution des incidents criminels. Donc c'est gagnant-gagnant pour le citoyen contribuable qui va avoir un meilleur usage de ses impôts et un meilleur retour sur investissement, entre guillemets, dans l'activité policière. C'est gagnant aussi du point de vue des policiers qui se retrouvent à faire moins de tâches auxiliaires et plus de tâches vraiment de leur métier de police, et donc un travail aussi plus gratifiant, moins fastidieux, et au final, donc, une organisation plus efficace et plus performante. Donc ça, c'est vraiment, en quelques mots, le principe derrière notre mémoire et les différents bénéfices qu'on a envisagés qu'une impartition des tâches auxiliaires dans le métier de police pouvait générer pour la population. Donc, c'est à peu près tout. L'idée, c'est ça. On a fait des simulations, évidemment, sur certaines activités, par exemple, comme un barrage routier. On a envisagé qu'au lieu d'avoir 8 personnes, par exemple, 8 policiers qui s'occuperaient d'un barrage, on aurait 6 agents de sécurité et 2 policiers qui les superviseraient pour s'assurer que l'opération se déroule conformément. Et on aurait donc des bénéfices substantiels de l'ordre de 50%, par exemple, sur un barrage. On avait aussi fait cette simulation pour le suivi des cambriolages et on s'était rendu compte que, par exemple, si en moyenne, le suivi d'un cambriolage, ça prend à peu près 8 heures de travail essentiellement administratif, bah, au lieu d'avoir 8 heures d'un employé, d'un policier, si on avait une seule heure d'un policier et 7 heures d'un agent administratif ou d'un agent de sécurité, bah, de nouveau, les bénéfices économiques seraient conséquents de l'ordre de 60%. Donc voilà, il y a vraiment des gains substantiels à gagner en fonction du taux d'encadrement que la police décidera de mettre en face de chaque activité selon son degré de sensibilité et la capacité donc d'étendre ce principe d'impartition le plus long possible. Donc, ça complète votre présentation? Oui, absolument. Maintenant, on serait ravis de répondre aux questions si vous en avez, avec plaisir. Tout à fait. Alors, on va ouvrir la période de questions avec M. Louis Côté. C'est à vous, M. Côté. Votre micro. À chaque fois. Donc, bonne journée. Bonjour encore une fois. Vos travaux portent uniquement sur la communauté urbaine de Montréal ou ça porte tout le territoire du Québec? Non, le périmètre de l'étude concernait tout le territoire du Québec. Qui est assujetti à la Sûreté du Québec, effectivement, oui. Oui, OK. Des simulations que vous avez faites, est-ce que c'est demeure confidentiel ou bien est-ce qu'on pourrait les avoir copie? Non, absolument. On pourrait partager les modèles de simulation qui ont été faits. D'ailleurs, elles ont été publiées déjà en 2015 lors d'une première étude qu'on avait faite. On avait expliqué dans l'annexe technique les modes de calcul. C'est vraiment pas sorcier, hein. Il s'agit de substituer des policiers dont on connaît le coût, puisque c'est une information publique, le coût chargé, et des agents de sécurité ou des agents administratifs dont on connaît aussi le coût. Et en changeant en fait la combinaison et la répartition des deux, on obtient une réduction globale sur une tâche particulière. L'avez-vous fait uniquement sur les opérations courantes ou les opérations spéciales? Parce que, à titre d'exemple, une police nationale a besoin d'une masse critique pour des événements majeurs. On n'a qu'à penser au couvert de l'eau, au déluge du Saguenay ou même de la pandémie actuelle. Avez-vous fait des simulations aussi sur l'obligation de maintenir une masse critique de policiers pour le travail policier, pour les opérations d'envergure? Absolument. Et d'ailleurs, l'idée, ce n'est pas de limiter la présence policière, c'est d'augmenter la présence policière par une combinaison en fait, de policiers professionnels et d'agents de sécurité, puisque cette démarche hybride, elle existe déjà aujourd'hui dans pas mal d'activités à Montréal. Plusieurs municipalités ont déjà adopté ce principe-là. Et effectivement aussi pour les événements ad hoc culturels, il y a tout à fait moyen de mobiliser des forces de police en combinaison avec des agents de sécurité pour assurer la sécurité des citoyens dans ces événements, absolument. Et une dernière question là-dessus. Dans votre simulation, qui payait pour les agents de sécurité?
le corps de police ou le gouvernement ou la municipalité? Ça sortait du même budget de la Sûreté du Québec. Mais évidemment, après, la disparité, est-ce que ça devrait être le corps de police lui-même ou la Sûreté du Québec? Ça, c'est sûr que ça serait un modèle à discuter. Mais nous, ce qu'on voulait montrer, c'est vraiment les économies qui seraient réalisées. Donc, peu importe qui paye la facture au final, il y a des économies substantielles qui peuvent être faites. Là. Peut-être pour rajouter ce que mon collègue Gaël disait, on parle d'agents de sécurité. Mais on peut parler aussi, par exemple, présentement dans l'actualité, on parle de travailleurs sociaux, des fois qui pourraient aider les policiers dans des tâches plutôt avec, disons, les itinérants ou les gens en situation de santé mentale. Donc, ce n'est pas uniquement les agents privés, les agents de sécurité privés, pardon, mais c'est sous-traiter des tâches auxiliaires au privé. Donc, que ce soit les agents de sécurité, que ce soit travailleurs sociaux ou toute autre tâche du genre. OK. C'est bien. Madame Gibault, c'est à vous. Oui, bonjour, messieurs. Intéressant, votre mémoire. Qu'est-ce que vous faites avec, que ce soit dans un barrage routier ou une simulation X, sur la question de la reddition de compte, parce que ça peut mal virer partout. Là. On peut s'entendre qu'il peut y avoir un problème. Qui s'occupe de qui est de l'impunité d'un geste X? Pas que ça veut pas dire que ça va aller mal, là, mais dans ce sens-là, est-ce que vous avez réfléchi à ceci? J'aurai une autre question après. Oui, alors absolument, on a envisagé cette situation et ce qui est important, c'est à chaque fois qu'on fait une simulation, on a ce qu'on appelle un taux d'encadrement. C'est-à-dire qu'il y a toujours des policiers professionnels, expérimentés qui sont là pour superviser. Les agents de sécurité, ce n'est pas des gens avec zéro expérience. En général, ils sont issus par exemple de l'académie de police, ils ne trouvent pas systématiquement un emploi dans la police ou pas tout de suite, et ils font souvent 3 ou 4 ans de travail comme agents de sécurité. Et d'ailleurs, au sein des agences de sécurité, ils sont souvent formés par des anciens policiers qui ont l'expérience et qui, quelque part, les développent et les préparent à prendre des responsabilités. Ce qui est important, c'est que ce soit toujours la police elle-même qui définisse le cadre et que pour chaque type d'activité plus ou moins sensible, le niveau d'encadrement soit adapté à la situation. Et l'autre question portait sur évidemment, on rencontre un ensemble de groupes là, à travers toute cette réflexion-là, dont les syndicats policiers. Est-ce que vous avez senti une réticence? Bien, c'est sûr. Ouais. En fait, c'est sûr qu'au niveau des syndicats, il peut y avoir une certaine réticence, évidemment. Mais notre modèle qu'on vous montre présentement, c'est surtout d'une situation où ce qu'on pourrait complémenter, même substituer certains policiers à des agents privés ou d'autres personnes du privé. Mais c'est sûr qu'il y a une phase de transition. Puis ça peut être, par exemple, il y a des départs à la retraite, donc là, on remplace par des gens privés. Donc, ce n'est pas de mettre, évidemment, des policiers à la porte tout de suite. Il y a une phase de transition qui peut être plus coûteuse, même dans le très court terme, étant donné qu'on pourrait rajouter des gens du privé avec la force de police actuelle. Mais quand on regarde dans le moyen et long terme, c'est là qu'on en voit les bénéfices quand on a fini la phase de transition. Merci, ça répond bien. Merci, Mme Gibault. Monsieur Matt. Oh, votre micro. Voilà, merci, je m'excuse pour le micro. Bon, à la page 4 du mémoire, vous assignez des tâches aux agences de sécurité qui relèvent des pouvoirs de l'agent de la paix. Puis une personne à l'alco-test, les tests de mouvement de coordination, alco-test, tests sanguins et autres. Actuellement, c'est des agents de la paix. Il faut avoir le pouvoir d'agent de la paix pour pouvoir exercer ce type d'intervention-là. Et la même chose au niveau des cambriolages. Je parlais de 8 à 10 heures, dont seulement 1 heure pour le policier. 7 ou 8 heures supplémentaires, c'est quoi? C'est la rédaction du rapport par quelqu'un qui est personnel non policier? Oui, alors merci de cette question. Effectivement, en fait, les gardes de sécurité, ils peuvent très bien se trouver assermentés, par exemple. On sait très bien que dans la surveillance des caméras vidéo, les gardes peuvent se trouver assermentés, ils ont des responsabilités. Il ne s'agit pas de les laisser fonctionner hors cadre. Il y aurait bien un cadre policier et il y aurait une délégation de responsabilité, mais toujours sous la supervision d'un policier de plein droit. Il surveillerait que les choses se fassent en bonne et due forme. Quand vous parlez du barrage de police,
je veux dire, autant dresser un procès verbal, ce serait la responsabilité d'un policier, autant, par exemple, gérer un alcotest ou un test d'urine, ça peut être fait par un tiers, quitte à ce qu'après, les procédures soient bien surveillées par le policier en question. C'est pour ça qu'on a toujours envisagé un encadrement plus ou moins important des activités. Il ne s'agit jamais de laisser les gens livrés à eux-mêmes, sans surveillance et sans encadrement professionnel. OK. Et au niveau des cambriolages, le 7-8 heures, vous l'expliquez comment? On avait en fait, c'était une simulation qui avait été faite à l'époque, de nouveau dans l'étude de 2015, c'est-à-dire si en moyenne, ça prend 8 à 10 heures par exemple de suivre un cambriolage, dans la pratique, entre le temps de déplacement, les photographies ou la prise d'un appel, la rédaction du rapport, l'heure de police par exemple, 1 heure sur 8, c'est à peu près 12,5% du temps d'un policier. Ce serait de la supervision, du contrôle qualité, s'assurer que les choses sont faites dans le bon ordre. C'est vraiment de la supervision et du contrôle. Mais donc, ce n'est pas l'exécution en tant que telle, les déplacements, les prises de photos ou la prise de plainte en tant que telle, dont la qualité peut être toujours revalidée par un policier avant qu'elle soit enregistrée. Puis aussi, pour rebondir sur ce que mon collègue Gaël vient de dire, on s'est basé sur des données qu'on a eues d'études qui se sont faites, des études empiriques au Canada, mais il y a aussi eu des études empiriques au Royaume-Uni, dans d'autres pays européens. Mais maintenant, ici au Québec, pour une raison X, on doit avoir un peu plus de policiers, de temps policier pour suivre un cambriolage. Mais c'est certainement possible. Nous, on y est vraiment été avec une simulation, mais on peut toujours changer les paramètres du modèle. Mais peu importe qu'on les change à 1 heure ou 4 heures de policier, on arrive quand même avec des économies substantielles. Donc là, c'est juste de savoir quel chiffre on veut utiliser, puis de décider les paramètres. Ouais, mon interrogation était beaucoup au niveau des pouvoirs de l'agent de la paix nécessaire dans plusieurs des fonctions. Merci. Merci. Merci, M. Matt. Et dans le même sens, je vous dirais, parce que vous dites sur 215 tâches identifiées, il y en a 10%, 22 qui seraient proprement policières. Donc, 90% qui pourraient être impartis d'une façon ou d'une autre. Ça me semble beaucoup dans le sens où il y a des corps de police qui essaient d'identifier effectivement les fonctions qui pourraient être confiées à des tiers. Est-ce que vous dites que vous avez des études empiriques ailleurs, au Royaume-Uni, par exemple, jusqu'où on pourrait aller? Et je comprends que mathématiquement, on peut dire 90% des tâches, mais si on revient dans la réalité, jusqu'où on peut aller pour, en impartition, en pourcentage des tâches, à votre avis? Merci de poser cette question. Et justement, en fait, quand on a fait une évaluation globale, qui n'est pas d'ailleurs dans le mémoire, mais qu'on a fait pour nous, pour se donner une évaluation globale, les 10% qui est le cas de référence empirique, on considérait ça le modèle agressif. Et on a dit après, en mode conservateur, si on prend par exemple 25% des tâches qui ne peuvent pas être déléguées et qui doivent être gérées à 100% par des policiers, et qu'ensuite sur le reste des tâches, par exemple sur l'administratif, on va mettre 20% d'encadrement, et sur le policier, on pourrait dire soft, comme la surveillance des parcomètres ou des événements, etc., on mettrait un taux d'encadrement de 50% à peu près, on arrive quand même à des économies substantielles de l'ordre de 20%, par exemple. Sur un budget d'1 milliard, à l'heure actuelle, c'est 200 millions de dollars. Donc, effectivement, quand on fait même varier le pourcentage de tâches qui ne peuvent pas être déléguées et qu'on met un taux d'encadrement élevé sur les tâches qu'on envisage de déléguer, comme disait tout à l'heure Miguel, si on passe de 2 encadrants à 4 encadrants dans un barrage routier, les bénéfices restent substantiels. Après, la question, c'est de savoir à quel rythme on veut le faire, parce qu'il ne s'agit pas de passer d'une organisation à une autre du jour au lendemain. Il y a la gestion des changements, il faut expliquer les bénéfices aux différents acteurs. Tout à l'heure, on parlait des syndicats. Je pense que le point important sur lequel nous, on voudrait insister, c'est qu'il ne s'agit pas que de faire des économies, parce qu'on pourrait aussi fonctionner à budget identique, simplement à revoir la répartition des activités et, je dirais, le taux de policiers dans les activités. Si les policiers se retrouvent affectés à leur cœur de métier, ils seront plus sur le terrain, ils auront un impact beaucoup plus grand pour la population, et pour eux, c'est plus gratifiant parce qu'ils auront la reconnaissance des citoyens dans les fonctions.
Et dans ce sens-là, je vais me permettre une sous-question. La réaffectation, vous dites que le taux de criminalité peut baisser de 12-14 ça veut dire qu'on déplace, on conserve la force policière davantage qu'on l'atténue ou qu'on la remplace pour atteindre des cibles de moins 12 par exemple, en matière de criminalité, non? Oui, c'est Absolument. ça, exactement. Puis désolé, Gaël. Oui, exactement. Puis ce qu'on dit, c'est qu'au final, ce n'est pas une substitution complète de la force de police, mais bien, c'est un complément à la force de police. Donc, on le sait, nos policiers sont super bien formés au Québec. S'ils peuvent se concentrer sur leurs tâches ou ce qu'ils sont vraiment experts dans ces tâches-là, puis ceux où ce qu'on pourrait le donner à des gens qui sont plus experts dans d'autres tâches auxiliaires, mais c'est là qu'on va voir les bénéfices. Donc, on n'est pas dans le mouvement Defund the Police, dans le sens qu'on ne veut plus de police. Là, c'est vraiment pas le cas, non. Okay. C'est bien. Madame Jennings. Merci. Donc, si on prend des simulations que vous avez faites et on met, par exemple, qu'un policier est payé 50 $ de l'heure et il y a une tâche qui exige 8 heures, on parle de 400 $ pour accomplir le test. Si on fait la combinaison que vous proposez, mettons à 50 %, donc le policier sera là pour 50 % du temps ou 4 heures, 200 $, et un agent civil qui est payé, mettons, à 30 $ sera là pour les autres 4 heures. Ce n'est pas une économie de 100 % du temps réduit des policiers. Absolument. Absolument, Okay. vous avez tout à fait raison. C'est exactement le calcul que nous avons fait. Et le pourcentage économisé, c'est la partie qui est substituée. Ce n'est pas le temps d'encadrement dans lequel les policiers continuent d'exercer leur métier comme d'habitude. C'est ça. Donc, on a pris le modèle où c'est 100% des policiers, puis on a pris ensuite notre modèle où il y aurait un peu de policiers, un peu de privé, puis on a fait la différence entre les deux. Donc, c'est exactement ce que vous dites, oui. OK. Et pour revenir sur la question de gouvernance que ma collègue, Mme Gibault, a posée, sur la gouvernance, lorsque vous avez une intervention actuellement qui est composée entièrement de policiers, ces policiers sont tous assujettis au même code de déontologie et au même code de discipline de leur corps de police. Si vous faites une équipe mixte, ceux qui ne sont pas des policiers, ils seront assujettis à quoi? Comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a déjà la possibilité. De nouveau, nous, on n'est pas j'ai envie de dire, c'est la prérogative du corps de police lui-même de décider sur quelle activité il y a de la sensibilité, sur quelle activité il y a moins de sensibilité, et de définir les attributs à ce moment-là des agents de sécurité qui viendraient opérer et le niveau d'encadrement. Comme je disais tout à l'heure, c'est tout à fait possible qu'ils soient assermentés. Si déjà ils ont fait l'école de police, comme c'est souvent le cas pour les agents de sécurité, il y a déjà un niveau de formation et d'engagement, on va dire, de leur côté, qui limite, je vous dirais, les dérapages. Après, c'est vraiment charge à l'encadrement policier de s'assurer de mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Et comme dans tous les métiers, on met des gens plus expérimentés dans des tâches plus sensibles et des gens moins expérimentés qui sont en formation ou qui sont en train de grandir au niveau de leur expérience policière, on les met sur les activités moins sensibles au début, quitte après à les faire évoluer vers des activités plus sensibles où la question du serment ou de la délégation de pouvoir public est plus importante. Ça va, Mme Jennings? Mme Gibault. Oui, merci. C'est juste une question au niveau quand vous faites des accompagnements. Mais moi, ça va être en relation, évidemment, avec toute infraction potentiellement criminelle, là, parce que c'est ce qui m'habite un peu. C'est sûr qu'il y a un encadrement juridique, évidemment, et l'accompagnement et l'assistance et le témoignage et le qui dit quoi et le comment et le voir dire à la cour, etc., etc. Est-ce que c'est un ensemble de choses que vous avez également regardées? Parce que c'est sûr que certaines de ces personnes-là vont pouvoir être questionnées sur le comment un et l'autre ou l'autre a agi dans les circonstances.
Bien sûr, alors on n'a pas fait du cas par cas pour envisager jusqu'au bout en fait le mode opérationnel et les contraintes juridiques. On en a bien conscience. Nous, on a notre rôle ou notre vision d'économiste qui est un peu limitée. Je vous l'accorde, le métier de police, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la prérogative de la police de définir le cadre et de s'assurer que les règles juridiques seront bien respectées. Nous, on peut juste mettre en avant les différences de coûts et les bénéfices en termes de réduction de criminalité liés à la réallocation. Le mode opératoire exact, c'est vraiment, ça relève du juridique policier et j'avoue que là-dessus, personnellement, je ne m'exprimerai pas parce que ça concerne vraiment le métier de police et le savoir-faire policier et le cadre judiciaire dans lequel il s'exerce. Parfait, pas de problème. Merci. Monsieur Matt. Oh, votre micro, Monsieur Matt. Tendance à l'oublier, je m'excuse. Je veux revenir sur un point pour lequel on doit se pencher, c'est la confiance du public envers les services de police. Est-ce que dans votre étude, vous avez jeté un coup d'œil là-dessus, sur la confiance du public? Est-ce que ça ne viendra pas altérer la confiance du public, que ce soit des agences de sécurité qui soient davantage présents pour la réponse aux appels ou les vérifications d'alcotest? En fait, on a fait des interviews, on a évidemment parlé avec pas mal d'acteurs du secteur. Ce qu'on peut voir, c'est que souvent, les agents de sécurité, par exemple, quand ils font des patrouilles en uniforme, s'il y a un vol dans un quartier touristique, les gens vont naturellement se diriger vers la personne en uniforme. Ensuite, selon la gravité de l'incident, la personne, elle est formée à savoir est-ce qu'elle peut le régler ou est-ce qu'elle doit faire appel à son superviseur policier pour qu'il intervienne, etc. Donc là-dessus, il y a tous des protocoles qui seront mis en place. Il y a un autre aspect qu'on a partagé avec nous, qui est que dans certains quartiers ou dans certains types de populations, parfois d'avoir une présence policière, ça peut être considéré comme une provocation et en fait, des fois, durcir la tension à ce moment-là, alors que des personnes, des agents de sécurité qui sont bien implantés dans la communauté sont capables de désamorcer et de limiter la montée en intensité d'un incident particulier. Donc, ça dépend des situations, en fait. Et de nouveau, ça va demander le bon jugement et l'expérience de la police de décider dans quel cas ça fait du sens et on ne prend pas de risque, on va être plus efficace. Et dans quel autre cas, non, on ne veut pas déléguer et on sera en première ligne pour gérer tel type de problème. Et vis-à-vis du public, à partir du moment où il y a un sentiment, je pense, de sécurité et de professionnalisme, je pense que les citoyens le verront d'un bon œil, surtout si on leur explique que ça je dirais, constitue aussi un meilleur usage de leurs impôts, un meilleur usage des ressources budgétaires qui sont mises à la disposition de la police. Peut-être en complément sur ce que vous venez de dire, tantôt on a parlé qu'il n'y aura pas de diminution des effectifs policiers, mais là on rajoute l'agence de sécurité. Donc il n'y a pas de diminution de coûts, il va y avoir une augmentation de coûts. Mais en fait, ce que tantôt j'ai dit, c'est qu'à court terme, je suis complètement d'accord avec vous. Bien entendu, on ne peut pas mettre à la porte des milliers de policiers, ce n'est pas le but. Donc, ça se peut qu'il y ait une augmentation des coûts à très court terme. Mais à force que des policiers vont partir à la retraite, puis avec les conventions collectives, tout ça, mais là, on peut rajouter plus de privés. Puis là, on peut avoir une transition plus douce, disons, que des mises à la porte. Donc, au final, notre modèle, c'est qu'à moyen et long terme, là, on va voir les économies réelles. OK. Merci. Merci. Moi, j'aurais peut-être deux courtes questions. Je vais peut-être vous sortir de votre zone de confort. Je me permets quand même de vous les poser. La première, c'est le raisonnement économique dans une société social-démocrate comme le Québec. Vous êtes à Montréal, vous le constatez. La portée d'un modèle économique compte tenu de cette espèce pas de bruit de fond, mais d'ambiance social-démocrate, c'est-à-dire on tient au pouvoir public. Est-ce que ça ne vient pas limiter la faisabilité, la portée de votre proposition? Bien, en fait, si on regarde présentement, je vous donne un exemple super concret. On le voit dans les médias, il y a beaucoup de gens qui, justement, qui ne jurent que par le système public, et c'est totalement correct, qui disent présentement, on voit des policiers qui s'occupent des cas de santé mentale dans les rues. Puis, on ne voit pas ça du bon œil dans les médias, puis cette frange de la population-là non plus. Maintenant, si on ajoute un travailleur social qui peut relever d'une entreprise privée ou que peu importe l'organisation de cette entreprise-là, qu'elle soit privée ou fondation ou NBL, peu importe, on le voit du bon œil dans cette frange de population.
Donc, ce n'est pas seulement des agents de sécurité. Puis le but, ce n'est pas de dire on fait juste réduire les coûts, mais d'augmenter la qualité des services. Et dans un deuxième temps, ma deuxième question est un peu adjacente. Est-ce que dans votre esprit, parce que, bon, au Royaume-Uni, on a légiféré purement et simplement, est-ce qu'on devrait aller jusque-là, nous, comme en termes de proposition, de dire oui, il faut rentrer dans les conventions collectives parce que la résistance va être trop importante? Avez-vous une opinion là-dessus? Bien, je pense que, comme vous l'avez dit, les conventions collectives sont assez fortes au Québec et différentes de ce qui était au Royaume-Uni. Maintenant, c'est tout à fait possible de faire ça plus graduel, hein, avec une transition qui est un peu plus longue. Mais si on garde la vision d'économie puis d'augmenter la qualité des services, même si ça prend quelques années, moi, je ne vois pas ça d'un mauvais œil, même que c'est peut-être mieux de le faire plus tranquillement que trop rapidement. Bon, ben c'est bien. Est-ce que vous avez d'autres questions, commentaires, collègues? Non, ça complète. Ben, écoutez, merci beaucoup de votre rapport. Merci beaucoup de votre réflexion. Oui, M. Côté. Vous avez parlé de votre dernière simulation date de quelle année? Voilà, les modèles de simulation qu'on avait dataient de 2015, mais en fait, on a mis à jour les chiffres, on a utilisé les chiffres récents qui sont publiés pour refaire les calculs. Il se trouve que le ratio de coût d'un policier SPVM et d'un agent de sécurité n'a pas beaucoup évolué, en fait. Les deux ont augmenté en parallèle depuis 2015, donc les ratios sont les mêmes et les bénéfices sont les mêmes aussi. Donc ça aussi, ouais, de nous faire suivre vos modèles, s'il vous plaît. Ben, merci beaucoup encore pour votre rapport, pour vos documents, pour la qualité de l'échange. C'est une perspective, effectivement, sur laquelle on travaille. Alors, merci beaucoup d'y avoir contribué. Merci beaucoup, c'était très clair. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Merci.